Bonjour, je m'appelle Dalila Kamunga et je suis ravie de vous présenter le 3e épisode d'Under Pressure, le podcast qui interroge les liens éventuels entre pression subie lors de la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent difficile à aborder, car il rend extrêmement vulnérable. Seulement, afin d'assurer un vivre ensemble favorable à tous, je suis d'avis qu'il faut parler d'exclusion, de discrimination, voire même de racisme. À ce propos, racisme et xénophobie ne sont-ils pas les deux faces d'une même pièce ? En faisant une rapide recherche dans le dictionnaire Larousse, le racisme est défini comme étant une, je cite, « idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelés races ». En ce qui concerne la xénophobie, nous avons, je cite, « hostilité systématique manifestée à l'égard des étrangers ». Naturellement, étant moi-même issue d'un métissage franco-congolais, je me pose des questions à ce sujet, car j'ai malheureusement été confrontée à des actes et paroles racistes au cours de ma vie. Afin de trouver réponse à mes questions, l'experte antiraciste Estelle Depris va nous aider à y voir plus clair. Alors, moi, je m'appelle Estelle Depris, je suis militante antiraciste. Je travaille notamment sur les réseaux sociaux sous le nom de Semblant de rien, qui est un podcast et une page de sensibilisation à l'antiracisme et plus spécifiquement à la blanchité. En gros, ce que j'apprends, ce que je fais sur ma plateforme, c'est fournir des contenus pédagogiques destinés à toute personne qui veut mieux comprendre le racisme et la domination de pouvoir entre les personnes blanches et les personnes racisées. Donc, je fais ça depuis 3 ans et du coup, je fais ça aussi. Parfois, je donne des conférences sur la santé mentale, sur l'impact du racisme sur la santé mentale plus précisément. Et je touche à plein de sujets autour de la question raciale, c'est-à-dire les médias, ce qui se passe dans la culture, pour justement aider les gens à mieux comprendre ces notions parce que malheureusement, l'école ne remplit pas toujours son rôle pour apprendre les dynamiques de violence entre les personnes au sein d'une société. Il est important de comprendre 3 termes qui sont en jeu lorsqu'il est question de rapports violents et injustes entre les individus sur base de ce qu'ils représentent de leur identité. Donc, en fait, quand on va parler de racisme, il y a 3 notions qui viennent vraiment, qui se superposent et qui agissent tout le temps. En fait, le racisme naît de base de stéréotypes. Et les stéréotypes, on en a tous. Ils peuvent être positifs et négatifs. Et il s'agit d'une croyance ou d'une opinion préconçue à propos d'un groupe de personnes qui est basé sur un préjugé. Par exemple, on peut avoir des stéréotypes sur les femmes. On peut dire, par exemple, que les femmes conduisent mal ou qu'elles sont pas ou qu'elles sont pas bonnes par nature pour des métiers techniques. Les stéréotypes peuvent aussi être basés sur l'orientation sexuelle, sur la couleur de peau, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle la race sociale, mais aussi ça peut être sur l'identité d'une personne, sur le pays d'où elle vient. Et ça, en fait, les stéréotypes, nous en avons tous, car notre cerveau en fait automatiquement pour nous aider à mieux naviguer dans la société. À savoir que normalement, que notre cerveau traite les informations, peut-être des milliers d'informations par seconde, et que donc, pour nous faciliter la vie, on a besoin de faire des catégories et vite avoir des informations sur les choses que l'on rencontre dans la vie. Le problème des stéréotypes, c'est quand ils sont partagés par beaucoup de personnes dans la société et qui donc peuvent mener à des préjugés. Et les préjugés, c'est pas une idée, mais plutôt une opinion ou une attitude négative à l'écart d'un groupe de personnes basée du coup sur des stéréotypes ou des présupposés sans prendre en compte les faits réels. Et du coup, les préjugés peuvent être peuvent être conscients ou inconscients. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué avant, le cerveau, en fait, il y a plein d'informations qu'on traite sans en avoir conscience. Donc, on peut parfois avoir des préjugés sans vraiment s'en rendre compte. Par exemple, dans notre société, on va dire en Europe plus largement, il y a beaucoup de préjugés, par exemple, sur les personnes noires ou sur les personnes maghrébines, comme quoi elles seraient toutes pauvres ou violentes ou dans la délinquance. Et en fait, c'est là que les préjugés deviennent dangereux. C'est quand ils sont partagés par un large groupe de personnes. Là, ça peut devenir de la discrimination. Et la discrimination, elle, c'est une action, une attitude qui traite différemment une personne ou un groupe en raison pareille de leur race, de leur genre ou de leur orientation sexuelle, de leur religion, de leur nationalité, de leur statut social. Bref, il y a énormément de facteurs et de choses qui rentrent en jeu et qui peuvent mener à la discrimination malheureusement.
faut savoir aussi que la discrimination est interdite par la loi. Heureusement, nous avons des lois qui interdisent ces pratiques-là, parce que là où les discriminations deviennent dangereuses, c'est par exemple quand un employeur refuse d'embaucher, par exemple, une femme voilée. Bah, ça, en fait, c'est un vrai problème dans notre société, ou une personne noire. Donc, en fait, les stéréotypes, les préjugés et la discrimination, c'est ce qui nous amène au racisme. Et le racisme, en fait, pour comprendre le racisme, en fait, la réponse est dans le mot. Le racisme, c'est d'abord une idéologie. Une idéologie, c'est un système de croyances et de pratiques qui soutient que certaines races sont supérieures à d'autres. C'est-à-dire que au début, à partir du 15e siècle jusqu'au 19e siècle, il y avait, les personnes dans notre société croyaient vraiment qu'il y avait des différentes races humaines, qu'on n'avait pas tous les mêmes gènes ni le même ADN, et que du coup, durant longtemps pendant l'histoire, on a pensé qu'il y avait des races qui étaient supérieures. Donc, c'était les personnes blanches qui étaient considérées comme une race supérieure, avec les personnes noires, asiatiques ou arabes qui étaient des races inférieures. Mais le problème, c'est que même si à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, après la fin du nazisme, etc., on a découvert également grâce à la génétique, aux sciences de l'ADN, que en fait les races humaines c'était un non-sens et que ça n'existait pas. Les périodes de violence à cause du racisme ont été si longues et si intenses que ces idées-là continuent à vivre dans notre société. Faut savoir que le racisme, c'est à cause du racisme qu'on a créé l'esclavage. Donc, le fait de mettre des personnes noires, de considérer les personnes noires comme des objets pour les exploiter, etc. Aussi, le racisme a permis de coloniser certains pays, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont décidé de s'installer sur des territoires beaucoup plus loin. Par exemple, en Europe, la Belgique, par exemple, a colonisé le Congo et ça a permis de faire énormément de violence, de marginalisation. Et ça a été basé sur des stéréotypes et des préjugés qui, même si maintenant on sait que le racisme n'existe pas, ben ces stéréotypes qui sont basés sur cette histoire continuent d'exister dans notre société. Donc aujourd'hui, quand on parle de racisme, on dit que le racisme est structurel ou systémique. Et c'est un terme qui est utilisé pour décrire la façon dont les systèmes, l'organisation sociale, telles que les politiques, les lois, les pratiques et les normes culturelles, contribuent à continuer à faire de la discrimination sur les personnes non blanches, qu'on appelle aussi racisées. C'est-à-dire que notre société s'organise en fonction de stéréotypes et de préjugés d'avant, et qu'elle continue de discriminer des personnes sur des stéréotypes qui sont négatifs. Donc le racisme, en fait, il faut vraiment comprendre que le racisme, ce n'est pas que des préjugés, parce que tout le monde peut avoir des préjugés par rapport à plein de choses. Mais le racisme, en fait, ce qui est dangereux, c'est que ces discriminations, en fait, elles ont lieu absolument partout dans la société. Donc le racisme, c'est d'abord des préjugés personnels ou interpersonnels, c'est-à-dire des rapports violents entre individus. Par exemple, quand quand une personne va insulter une personne dans la rue en lui disant des choses horribles, bah ça fait partie du racisme, mais ce n'est pas que ça. Le racisme, c'est pas seulement des insultes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le racisme, c'est juste être une mauvaise personne, alors qu'en fait, ça va plus loin que ça. Par exemple, le racisme, ça introduit un rapport de hiérarchie et de pouvoir qu'on retrouve dans les institutions. Par exemple, les personnes noires peuvent avoir beaucoup plus de difficultés à trouver un logement ou avoir accès à des soins de santé. Et c'est pour ça qu'on dit que le racisme est systémique, c'est-à-dire qu'il fonctionne en système et qu'on le retrouve un peu partout dans la société. Et tous ces rapports de force-là se renforcent mutuellement. Donc le racisme, c'est une idéologie et un système, parce qu'il y a race et isme, comme dans les mots capitalisme, socialisme. En fait, c'est un système, c'est une idéologie qu'on essaye d'imposer à la société et qui fonctionne sur base de discrimination dans plein de structures de l'organisation d'une société, c'est-à-dire dans les institutions, à la police, à l'école. En fait, c'est tout des lieux de la vie sociale qui sont touchés par cette idéologie. C'est pour ça qu'on dit que le racisme est systémique et structurel.
Alors que la xénophobie, en fait, le terme xénophobie vient du grec xénos, qui signifie étranger, et phobos, qui signifie peur ou haine. Et du coup, la xénophobie est souvent considérée à tort comme une forme de racisme qui vise les personnes considérées comme étrangères ou qui viennent d'autres pays. Il est vrai que comme le racisme, la xénophobie peut prendre différentes formes, allant de la discrimination individuelle à la violence contre les personnes d'autres nationalités ou cultures, mais la xénophobie, c'est vraiment la haine des étrangers. Par exemple, euh, Par exemple, dans le cas du racisme, une personne qui est blanche ne peut pas subir du racisme, mais si elle habite dans un pays qui n'était pas le sien parce que sa famille a immigré, elle peut être victime de xénophobie. Donc c'est là la différence entre les deux. Du coup, la xénophobie, c'est vraiment la peur et la haine des étrangers ou des personnes qui sont considérées comme étrangères. Ça peut prendre plein de formes, comme aussi de la discrimination, de l'hostilité, de la violence envers les personnes immigrées ou les minorités ethniques. Donc, ça peut inclure des attitudes et des comportements qui excluent certaines personnes de la société en raison de leurs racines. Mais ce n'est pas à confondre avec le racisme. Parce que la xénophobie, en fait, il y a beaucoup de personnes qui, en fait, dans notre société, on a souvent considéré le racisme juste comme un positionnement moral négatif envers une personne. Mais le mot est très important, les mots sont très importants, il faut faire très attention à pas les confondre, parce que quand on parle de racisme, on parle vraiment d'un système qui discrimine des personnes en fonction de la perception de leur couleur de peau ou de leur race. Alors que la xénophobie peut concerner toute personne quelle que soit la couleur de peau, et n'a pas du tout la même histoire ni les mêmes impacts. On va dire que le racisme a une histoire qui est beaucoup plus intense, surtout dans les pays européens, parce que la plupart des pays européens ont été des sociétés très racistes qui ont fait la colonisation, l'esclavage, etc. Alors que la xénophobie, quasiment tous les pays dans le monde ont un peu des rapports xénophobes entre les uns et les autres, et pourtant souvent ils ont la même couleur de peau. Donc, je vais parler de ça. Si jamais vous êtes une personne blanche qui subit de la xénophobie parce qu'on se moque de votre accent, parce qu'on se moque de votre culture, vous pouvez pas vous dire que vous subissez du racisme parce qu'il n'y a pas la dimension de la couleur de peau ni de la perception de votre race sociale qui entre en jeu. Et c'est vraiment ça la grande différence à avoir avec la xénophobie. Par contre, une personne non blanche non blanche, c'est-à-dire racisée, peut subir les deux. Par exemple, imaginons une personne noire qui immigre au Luxembourg ou en Belgique et qui n'a pas les papiers peut subir du coup du racisme en raison de sa couleur de peau et en plus de ça peut être exclue de la société parce qu'elle est étrangère. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça la distinction qu'il faut faire parce qu'il est très dangereux de dire qu'une personne blanche subit du racisme car ça va invisibiliser les souffrances et la marginalisation que les personnes non blanches, racisées, subissent au quotidien. Donc évidemment, ces deux formes de haine et de discrimination sont très graves, mais elles n'ont pas le même impact ni la même histoire. Quand on parle de racisme structurel, ça veut vraiment dire que ce n'est pas que des préjugés individuels ou des insultes entre individus ou le fait d'être moralement une personne qui n'aime pas les étrangers ou quoi que ce soit. En fait, quand on parle de racisme structurel, ça explique en fait que dans l'organisation de notre société, comment nos institutions policières fonctionnent, comment l'école fonctionne, comment nos lois sont régies, en fait, ça veut dire qu'il y a toujours une pensée raciale qu'on a hérité justement de cette histoire de violence, de colonisation et d'esclavage, qui continue à être visible dans ces secteurs-là de la vie sociale. Par exemple, en Belgique, il y a beaucoup de discrimination au logement sur base raciale. C'est les plaintes qui sont le plus reportées. On observe aussi qu'il y a de la discrimination à l'emploi. Les personnes noires en Belgique sont fortement discriminées parce qu'elles sont noires, parce qu'elles sont afrodescendantes. Et en fait, le racisme structurel, on peut l'observer au sein de statistiques parce que tous nos pays européens ont des lois qui luttent contre les discriminations. L'Union européenne a des lois qui luttent contre la discrimination.
Par contre, on observe bien dans certains secteurs de la vie sociale qu'il y a des groupes qui sont plus discriminés que d'autres et d'autres qui ne sont pas discriminés du tout. Donc c'est pour ça qu'on parle de racisme structurel et systémique, car là on voit bien que ce n'est pas que question d'avoir des préjugés ou des stéréotypes, mais bien qu'il y a des discriminations que l'on retrouve un peu partout, ce qui rend la vie beaucoup plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres, justement à cause de la perception de leur couleur de peau dans la société. Si vous êtes une personne concernée, sachez que l'exemple de racisme structurel que je vais citer peut vous heurter. Lorsque j'avais 7 ans, ma mère s'asseyait avec moi pour me faire réviser mes devoirs. Je me rappelle que nous étions assises à la table de cuisine. Mon frère de 21 ans est là également, mais est occupé à fouiller dans le frigo. Je révise mon vocabulaire d'allemand et regarde les dessins sur la feuille tandis que ma mère cache à l'aide d'une autre feuille les mots dont je dois me rappeler. Je vois un homme. Der Mann. Je vois une femme. Die Frau. Je vois un garçon. Der Junge. Je vois une fille. Das Mädchen. Je vois un homme noir. Der Neger. Je me rappelle de la réaction de mon frère qui m'a marquée. Il s'est tourné d'un coup et s'est énervé contre moi. En tout cas, je pensais que c'était contre moi. À 7 ans, je ne connaissais pas ce mot et ne comprenais pas sa réaction. Il était impossible pour moi que l'école m'enseigne à ne pas me respecter. Il était impossible que l'école enseigne aux autres à ne pas me voir en tant qu'être humain. J'ai d'abord nié, mais la petite fille de l'époque a fini par se résoudre quand elle a ensuite eu affaire à ce mot ainsi qu'à d'autres paroles racistes plusieurs fois au cours de sa scolarité. « Oui, mais toi t'es pas pareil, toi t'es différente, donc ça va », remarque m'étant destinée et ayant souvent été faite par des camarades de classe. Alors la colonisation n'a rien apporté à l'Europe, mis à part de l'exotisme. Lors d'un de mes cours d'histoire. Aujourd'hui, comme mon frère à l'époque, une réaction épidermique me parcourt lorsque je suis confrontée à des actes ou paroles racistes. C'est ce que l'on appelle le trauma racial. Avant d'expliquer tout à fait ce qu'est le trauma racial, je vais d'abord expliquer ce que sont les microagressions. En fait, les personnes dites racisées, c'est-à-dire non blanches, subissent au quotidien des petites remarques qui ont l'air innocentes, mais qui sont en fait tellement répétées au quotidien que ça a un poids sur leur santé mentale. Donc, une microagression, c'est toutes des petites phrases qui ont l'air de rien, mais qui sont vraiment systématiques dans la vie de tous les jours pour les personnes non blanches. Par exemple, quand on est une personne racisée, on va souvent nous demander tu viens d'où? Alors qu'on peut être né en Belgique ou au Luxembourg, mais cette question-là revient constamment, justement parce qu'on ne fait pas partie de la norme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas partie du groupe dominant d'une société. Les microagressions, ça peut être aussi s'étonner quand une personne étrangère s'exprime bien en français ou dans la langue du pays. Ça, ce genre de petites remarques au quotidien, en fait, elles ont un poids parce que c'est quasiment quotidien. Et les microagressions, du coup, peuvent être verbales. Donc, c'est les petites phrases que je viens de citer. Elles peuvent être aussi comportementales. Par exemple, les femmes noires ou les femmes qui ont des cheveux texturés, souvent, il y a des personnes qui vont venir toucher leurs cheveux sans leur consentement. Et ça, même si ça part d'un bon sentiment, c'est très toxique pour les personnes car elles sont tout le temps confrontées au fait de se sentir comme étant en dehors de la norme. C'est comme si on rappelait toujours à ces personnes qu'elles n'avaient pas cette place-là dans la société. Donc, en fait, le fait de vivre ça au quotidien, les personnes, elles portent ça sur elles comme un gros bagage parce que c'est difficile de toujours se dire qu'on va être interpellé, qu'on va nous dire ce type de phrase, ces micro-insultes. Et du coup, à force, une personne peut développer une forme de stress du fait d'être tout le temps confrontée à ces violences. Et quand ce stress devient trop intense, c'est-à-dire que pendant longtemps, la personne peut réussir à continuer sa vie tout à fait normalement et à être dans le déni ou alors à faire comme si elle n'entendait pas tout ça. Mais on est tous des êtres humains et à partir d'un moment, quand on vient agresser une personne constamment, il y a un moment où la personne craque. Dans le cas du trauma racial, c'est ça en fait. C'est quand une personne subit tellement de racisme au quotidien qu'à un moment, elle sature et qu'elle commence à développer des symptômes de stress post-traumatique. C'est-à-dire que le stress post-traumatique, c'est une réaction émotionnelle, psychique qu'une personne peut avoir après avoir vécu un accident violent ou une agression sexuelle. Mais en fait, dans le cas du traumatisme racial, on retrouve exactement les mêmes symptômes chez les personnes qui subissent du racisme au quotidien. Et du coup, une personne avec un trauma racial
peut commencer à faire énormément de cauchemars, avoir beaucoup de problèmes d'anxiété, peut avoir des idées suicidaires, peut avoir plein de troubles psychiques qui vont émerger en raison de l'omniprésence du racisme dans leur vie et de ce qu'elles subissent. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de vraiment lutter contre le racisme, parce que ce n'est pas que des discriminations au quotidien. En fait, il faut se dire que ces discriminations au quotidien, ben, en fait, elles ont un poids et à partir d'un moment, ben, les personnes, on ne peut pas continuer à faire subir autant de violence à des personnes sans prendre ça en compte. Et du coup, pour éviter qu'il y ait du trauma racial, il faut vraiment lutter contre le racisme et faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de violence contre ces personnes pour les protéger. Toute personne qui subit une agression raciste va ressentir du stress parce que c'est une atteinte à la dignité de la personne. C'est quelque chose qui est déshumanisant, qui est profondément insultant et qui fait mal par essence. Et donc, du coup, ben, quand on subit une agression raciste, ça peut déclencher du stress, avoir le cœur qui bat très vite, ou alors, du coup, on peut avoir peur de passer dans certains quartiers ou d'aller dans certains lieux car on a peur de nouveau de vivre cette agression. Je pense notamment aux jeunes. La police, par exemple, fait beaucoup de contrôles aux faciès. C'est-à-dire que souvent, la police va décider de contrôler les personnes non blanches constamment. Du coup, il y a une vraie forme de harcèlement de la part de la police à ce niveau-là. Ben, ces jeunes, à force de subir ces contrôles de police, peuvent développer du stress et de l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'elles vont éviter de sortir ou qu'elles vont éviter la police à tout prix pour ne pas être de nouveau dans une position où ils ressentiront cette humiliation, où ils auront peur également de subir des violences. Donc le traumatisme racial, en fait, il y a autant de façons de déclencher un traumatisme racial qu'il y a de façons de discriminer et de faire de la violence. Par exemple, il a été prouvé que les images de violences policières avaient la capacité également de générer un trauma. Parce que quand on regarde des images de violences policières et qu'on est une personne noire, par exemple, on va automatiquement s'identifier à la personne qui subit ces violences. Et donc, les personnes qui voient tout ça à la télé constamment peuvent avoir une forme de stress post-traumatique après avoir vu les images. C'est pour ça qu'il est très important de montrer les violences qui se passent dans notre société, notamment quand il est question de racisme, mais il faut faire très attention et prévenir son audience. Par exemple, quand on partage ça en story sur Instagram, vraiment dire attention, contenu violent, parce que ces images-là ont vraiment la capacité de générer du traumatisme. Mais les personnes noires, sont-elles les seules à souffrir de racisme? Les personnes noires ne sont évidemment pas les seules à subir du racisme. On va dire que durant l'époque de l'impérialisme européen et des grandes conquêtes qui venaient de l'Occident, etc., ben en fait, on a mis en marginalisation, on a oppressé quasiment tous les peuples du monde qui n'avaient pas la couleur de peau blanche, car à l'époque où la pensée raciste était absolument la pensée la plus dominante dans notre société, on va dire qu'avant, le racisme, c'était vraiment quelque chose qui était complètement décomplexé. On avait des grands scientifiques qui écrivaient des livres sur la question, qui essayaient de prouver par la science, par la biologie, que les races existaient vraiment. Alors, sur base de cette idée-là, ils ont par exemple fait des tests en mesurant les crânes de certaines populations dans le monde. Ils ont également fait des tests pour voir quelle personne se rapprochait le plus du singe et lequel se rapprochait plus de l'homme, parce qu'avant, les seuls groupes qui représentaient vraiment l'humanité, c'était les personnes blanches. Donc, en fait, non, absolument pas. Il y a toutes les personnes non blanches, qui ne sont pas considérées comme blanches aujourd'hui, peuvent subir ce qu'on appelle du racisme. Donc, ça concerne également les personnes asiatiques, et que ce soit asiatiques du Sud-Est ou asiatiques tels que les pays tels que l'Inde, le Pakistan. Ça concerne également les aborigènes en Australie. Ça concerne également les personnes qui viennent du Moyen-Orient ou d'Amérique latine. En fait, toutes les personnes qui ont subi cette pseudo-science de l'idée de race durant cette période historique-là peuvent subir du racisme dans notre société aujourd'hui. Donc, ça ne concerne pas que les personnes noires. Néanmoins, pourquoi les gens pensent que c'est beaucoup les personnes noires qui subissent du racisme? C'est parce qu'il y a eu, parce que c'est l'histoire peut-être qu'on connaît, qu'on peut partager le plus souvent concernant la traite esclavagiste et la colonisation de l'Afrique. Mais il y a plein d'autres pays dans le monde qui ont été colonisés et qui ont subi ces violences-là. Donc, il est important de lutter pour chacune d'entre elles lorsqu'il est question de racisme. Tout type de discrimination est à condamner. Être mis à l'écart, sous-estimé,
Subir des injures dues à ses origines, à sa couleur de peau ou à son phénotype est quelque chose d'extrêmement blessant. Pourtant, une personne blanche ayant été discriminée pour les causes citées n'a pas souffert de racisme, mais de xénophobie. La différence est cruciale, non pas pour déterminer quelle discrimination est la plus importante, mais pour mieux cibler et contrer ces actes discriminatoires. Malheureusement, certaines personnes ne faisant pas la différence peuvent ainsi facilement discréditer le vécu d'une personne racisée. Exemple, si cela m'est arrivé ou est arrivé à un de mes grands-parents il y a de cela longtemps et que je m'en suis sortie, la personne racisée n'a qu'à faire pareil. Quand on parle de racisme, il est très important de toujours se dire que c'est une continuité historique, que cette période-là ces idées-là ont tellement marqué la société et les esprits, qu'encore aujourd'hui, ce rapport de domination, même s'il est officiellement interdit par la loi, continue à se reproduire dans notre société. Donc, c'est vraiment la façon dont notre société s'est organisée en termes de pouvoir et de privilèges. C'est-à-dire que les personnes blanches ont plus de privilèges à cause de cette histoire, car avant, elles étaient considérées comme supérieures, comme étant celles qui représentaient l'humanité, qui étaient capables d'amener la civilisation, la lumière, et de sortir justement les peuples qui considéraient comme sauvages et primitifs de cet état qui considérait comme limite proche de l'animal. Donc en fait, encore aujourd'hui, on retrouve que les personnes qui continuent à être victimes de ces discriminations et de cette marginalisation, que ce soit dans les domaines économiques, politiques, juridiques ou culturels, ce sont les personnes non blanches. Les personnes blanches, en revanche, elles ont bénéficié et continuent de bénéficier de privilèges liés à leur appartenance raciale, c'est-à-dire que on pense beaucoup que c'est que les personnes non blanches qui ont une race, mais les personnes blanches, elles aussi, n'ont pas subi de racisme, attention, mais ont subi une racialisation. C'est-à-dire qu'on a pensé leur groupe comme étant mais une race supérieure à d'autres. Donc aujourd'hui, on retrouve encore cette idée-là, que ça soit dans l'accès à l'emploi, dans la justice, dans l'accès au logement. Et du coup, ces inégalités ont des conséquences concrètes dans la vie quotidienne des personnes racisées, mais également des personnes non blanches qui, sans le savoir, bénéficient en fait de l'héritage de cette histoire. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on parle de racisme systémique, on parle vraiment d'une asymétrie de pouvoir, d'inégalité dans le traitement des individus, même si elles ne sont pas directement perceptibles. On les voit dans les statistiques quand on fait des enquêtes sur les discriminations au logement ou à l'emploi. On voit que ce sont les personnes blanches qui sont les plus favorisées dans ces domaines-là. Donc, ça prouve bien qu'il y a encore un système d'inégalité à ce niveau-là dans la société. Et c'est pour ça qu'on parle de privilège blanc, c'est-à-dire qu'une personne blanche, par exemple, ne va jamais prendre conscience qu'elle est blanche. Parce que dans notre société, les personnes blanches sont considérées comme la norme, comme ce qui est normal. Et du coup, les autres sont considérés un peu comme s'ils étaient des individus en dehors de la norme et qu'ils étaient autres. Donc, donc, ça crée cette asymétrie de pouvoir. Par exemple, une personne blanche, elle, va être très rarement harcelée par les vigiles dans un magasin quand elle va rentrer. Elle va subir beaucoup moins de contrôle de la police. En tout cas, elle aura moins peur que certaines personnes racisées lorsqu'elle se fera contrôler. Elle va également pas subir de discrimination à l'emploi. Par exemple, en Belgique, il y a une étude qui a été faite où l'université de Gand a fait un test au CV. Donc, ils ont envoyé plein de CV à plein d'entreprises, plein de CV similaires, mais avec des noms différents. Il y avait des noms qui représentaient une origine extra-européenne, c'est-à-dire des noms à consonance turque, ghanéenne, marocaine, etc. Et d'autres CV avec exactement les mêmes compétences qui avaient des noms à consonance belge. Et en fait, cette entreprise a prouvé que les personnes d'origine qui avaient des noms d'origine extra-européenne avaient 30% de chances en moins d'être invitées à un entretien d'embauche. C'est pour ça que beaucoup de personnes racisées non blanches ont peur de mettre leur photo sur leur CV car elles ont peur d'être discriminées en raison de ça. Ou alors, les personnes non blanches peuvent avoir des difficultés à trouver un logement parce qu'il y a des stéréotypes qui datent, par exemple, de la colonisation pour les personnes noires, où on disait que les personnes
noires étaient incivilisées, qu'elles n'étaient pas aptes à bien s'occuper d'elles ou du lieu d'où elles vivent, etc. Ben, du coup, à cause de ces stéréotypes-là, elles ont beaucoup plus de mal à trouver un logement, en tout cas en Belgique. Et c'est à peu près la même dans tous les pays européens, parce que tous les pays européens ont été touchés par cette façon de penser, par cette idéologie durant l'histoire. À savoir que cette façon de penser a été moins acceptée, on va dire, en politique, etc., qu'à partir des années 60 et des mouvements de décolonisation des pays d'Afrique, notamment, j'ai pensé au Rwanda, au Burundi, au Sénégal. En fait, quand ces pays-là sont sortis de la colonisation, qu'ils ont eu leur indépendance, ben, on a commencé un peu plus à évoluer sur ces questions. Donc, par exemple, pour le cas de la Belgique, ça fait que 60 ans qu'on commence un petit peu à ne plus trouver ça acceptable de discriminer ouvertement les personnes sur base de leur couleur de peau. Mais imaginez, ça fait que, mais entre-temps, il y a eu plusieurs siècles où les gens ont pensé comme ça, où la société fonctionnait sur ces idées-là de manière ouverte. Et maintenant que nous savons tout ça, que pouvons-nous faire? Comment contrer des pensées qui peuvent être si ancrées dans notre société? Le chemin ne sera pas facile, mais cela passe par la déconstruction. En fait, quand on parle de déconstruction, c'est pour expliquer qu'il y a plein d'idées reçues, de stéréotypes négatifs qui nous ont été imposés depuis l'enfance, que ça soit par les films, par les séries, par les pubs à la télé, que ça soit quand on entend certaines personnes politiques avoir des propos très graves envers certaines communautés. Ben en fait, ça a forgé notre façon de penser, qu'on le veuille ou non. On a tous été influencés par ces stéréotypes racistes toute notre vie. Et l'idée de déconstruction, c'est de se dire qu'on a le pouvoir de prendre conscience de ces idées néfastes, de les regarder en face et de décider de nous imposer un autre mode de pensée, de déconstruire en fait ces idées, de bien se rendre compte qu'elles sont bien présentes dans notre esprit et qu'on a la chance de pouvoir les remplacer et les questionner, les défier et du coup c'est un travail continu. Par exemple le fait qu'on a tous des stéréotypes et on peut décider de les regarder en face et essayer de comprendre, par exemple, d'où viennent ces stéréotypes. Donc, quand on se déconstruit, c'est souvent un travail d'information parce on ne nous raconte pas grand-chose sur l'histoire du racisme ni sur les discriminations. C'est quelque chose qui est assez récent, le fait que beaucoup de gens parlent des violences qu'ils subissent en raison de ça. Donc, du coup, essayer de faire ses propres recherches. C'est quoi le racisme? C'est quoi la colonisation? Pourquoi on a créé ces systèmes de violence? Comment ils continuent à agir aujourd'hui? Bah ça, en fait, la déconstruction commence beaucoup par ce travail de recherche. C'est aussi se confronter à ses propres préjugés, se dire qu'on est tous un peu victimes, au final, de ce système raciste et que du coup, prendre conscience des préjugés, des stéréotypes qu'on a au quotidien, ben ça va nous permettre de moins produire de violence envers les autres. Et aussi, la déconstruction, c'est décider de défier ces idées, de défier les personnes qui les prônent, c'est-à-dire ne pas accepter qu'il y ait des politiques qui décident de faire de la discrimination ou de discriminer les personnes sur base de ces idées nauséabondes, c'est-à-dire prendre son courage et dire que ça suffit, aller manifester, en parler sur les réseaux sociaux, en parler au sein de sa famille, ne pas laisser une personne de son entourage tenir des propos qui sont discriminants et également s'engager à essayer de prendre conscience de ses privilèges si on en a et de lutter contre les discriminations au quotidien. Donc c'est un travail qui peut paraître comme ça difficile, mais qui est vraiment important pour favoriser l'égalité, pour faire en sorte qu'il y ait plus d'inégalité et de discrimination à tous les niveaux de la société. Et pour ça, souvent, il faut aussi écouter les personnes concernées. Donc, si on a une personne qui est non blanche et qui est blanche et qui ne subit pas le racisme, écouter les personnes qui subissent du racisme dans la société, car trop souvent, en raison du racisme, elles ne sont pas écoutées comme elles devraient l'être. Et du coup, il y a une vraie ignorance de l'impact des discriminations dans le quotidien. Donc, en fait, c'est vraiment faire un travail de prise de conscience de comment les mécanismes du racisme agissent dans la société et prendre un peu et utiliser sa voix pour lutter contre cette discrimination. Car souvent, le racisme continue d'agir, souvent grâce au silence des personnes qui le voient, mais qui n'osent rien faire. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde pour lutter contre ce système parce on vit tous dans la même société, on est tous liés, on a tous notre rôle à jouer.
tout le monde a des biais racistes parce qu'on évolue tous dans la même société. En tout cas, si on est né, ça soit en Belgique ou au Luxembourg, on a tous évolué avec les mêmes médias, on a tous été dans des écoles où il y avait une certaine façon de parler d'histoire, de la culture, qui fait que chaque personne est concernée par les biais racistes. Cependant, les personnes racisées, elles, comme elles subissent du racisme, souvent ont une meilleure conscience de ce que c'est les discriminations raciales. Alors que des personnes blanches qui, elles, n'ont jamais subi de discrimination raciale, auront plus de mal à identifier le problème et à comprendre d'où ça vient et comment ça agit dans la vie de tous les jours. Donc oui, on a tous notre rôle à jouer. Maintenant, les personnes qui sont en situation de domination dans une société, ça reste les personnes blanches. Donc c'est à elles de s'informer au mieux, car c'est elles qui ont le plus de pouvoir encore aujourd'hui, malheureusement. Donc c'est un travail qu'on doit faire ensemble, mais les personnes qui ont le plus de privilèges ont, à mon sens, un très grand rôle à jouer pour éviter que les prochaines générations ne soient plus influencées par les mêmes idées. Quand on subit des violences, c'est jamais quelque chose qui est évident et comme j'ai dit précédemment, ça peut mener à des problèmes de santé mentale et de bien-être psychique. Donc la première chose qu'il faut se dire, c'est vous n'êtes pas toute seule. Il y a plein de personnes qui sont là pour vous aider, pour vous entendre. Même si c'est difficile, vous devez trouver une façon d'en parler. Donc si vous êtes encore mineur, parlez-en à un adulte auquel vous avez confiance, parlez-en avec vos amis ou avec des professionnels de santé. Il y a des professionnels de santé mentale qui sont habilités à traiter les personnes qui subissent du racisme. C'est peut-être difficile à trouver, mais si vous vous adressez à des ressources ou à des organisations, vous pourrez trouver des personnes pour vous aider. Discuter d'une violence qu'on subit, c'est essentiel pour réduire le stress et faire en sorte qu'il n'y ait pas un traumatisme qui s'installe. Donc, c'est vraiment le premier conseil que je peux donner. Parlez-en autour de vous. Et si vous en avez la force, une bonne idée aussi, ça pourrait être de rejoindre un groupe de soutien. Ça peut être réconfortant de parler avec des personnes qui ont vécu des expériences similaires. Ça peut vous donner de la force et vous offrir un lieu sûr pour parler de ses émotions et de ses expériences. Mais surtout, n'oubliez pas que le racisme n'est pas une opinion, c'est interdit par la loi. Donc, il faut faire valoir ses droits. Si vous êtes victime de discrimination, que ce soit à l'école, par rapport au logement, ou si la police vous a agressé, il est important de faire valoir vos droits. Donc, informez-vous sur les lois et les règles qui vous protègent contre le racisme ou la xénophobie et faites-en usage si vous en avez la force. Car en tout cas, au Luxembourg, comme dans tous les pays européens, il y a des lois qui protègent contre les discriminations, que ce soit sur des motifs tels que l'origine, la race, la couleur de peau ou le sexe. Il y a aussi des lois qui visent à aider les personnes pour avoir l'accès à la nationalité luxembourgeoise. Il y a des lois relatives à l'égalité des chances. Bref, il y a tout plein de choses qui sont mises en place qui devraient normalement vous aider à vous défendre. Malheureusement, on sait que parfois c'est difficile d'atteindre justice, mais il y a souvent des organisations qui peuvent vous accompagner dans ces démarches-là si ça arrive, car trop souvent, les personnes qui subissent du racisme ne vont pas porter plainte et du coup, c'est pas du tout de leur faute. Il y a rien qui est mis vraiment, enfin, il y a pas beaucoup de choses qui soient mis en place pour vraiment pousser les personnes à faire valoir vos droits. On nous le dit pas assez souvent, mais si vous avez subi de racisme, c'est illégal, c'est un délit et il faut absolument vous défendre si jamais cela vous arrive. Sinon, au quotidien, il est très important de prendre soin de sa santé mentale. Si on est une personne racisée, se rappeler que être, par exemple, une personne noire n'est pas qu'une histoire de violence et de traumatisme, qu'il y a également énormément de personnes de votre groupe racial ou ethnique qui ont fait des belles choses dans la société. Et donc, avoir des figures inspirantes autour de soi, c'est quelque chose aussi qui peut nous aider à moins souffrir de ce racisme. Et également, pratiquer tout ce qui peut vous aider à réduire le stress, le sport, la relaxation, mais aussi si vous avez vraiment besoin et que vous avez envie de vous entourer, vous pouvez rejoindre des organisations, être par exemple bénévole dans une association antiraciste ou un centre d'aide aux victimes. Enfin, souvent quand on décide de lutter au quotidien, ça permet aussi de réduire la charge que ça peut incomber de subir du racisme. J'espère que cet épisode a pu éclaircir les personnes qui se posaient des questions sur les sujets du racisme et de la xénophobie. J'espère qu'il a également pu donner de la force et du soutien à celles et ceux ayant pu souffrir de discrimination. À ces personnes, je souhaite la guérison.
Merci d'avoir écouté Under Pressure, le podcast qui interroge les liens éventuels entre pression subie lors de la scolarité, le milieu socio-économique dont on est issu, le passé migratoire de la famille et le parcours de vie des élèves au Luxembourg. Les sources utilisées lors de la réalisation de cet épisode peuvent être consultées dans la barre de description. Dans l'attente, n'oubliez pas de suivre le projet Cliché sur ces différentes plateformes disponibles dans la barre descriptive, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée. À la prochaine!